Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelles sont leurs activités, quel est leur parcours, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Jacqueline Lafont. Jacqueline Lafont est avocate depuis presque 40 ans. Elle intervient en droit pénal et majoritairement en droit pénal des affaires. Ce n'est l'une autre que le conseil de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Je ne vous en dis pas plus, mais dans cet épisode fantastique, elle vous parle de sa vie, de sa vision de la profession, de l'impact des médias sur les juridictions aujourd'hui. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça que nous pouvons continuer à vous fournir du contenu gratuit et j'espère de qualité. Bonne écoute. Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Eh bien écoutez, bonjour maître Jacqueline Lafont, je suis ravi que vous puissiez me recevoir dans vos bureaux, situés près de l'ancien palais ou de la cour d'appel actuelle, boulevard Saint-Michel à Paris. Bonjour maître Jacqueline Lafont. Bonjour, écoutez, merci d'être venu me voir et de me donner la parole aujourd'hui. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Ma question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate ? Alors, avant de devenir avocate, j'étais quand même une très jeune fille, jeune femme, puisque j'ai prêté serment, j'avais 23 ans. Je venais d'avoir 23 ans. J'avais eu mon bac très tôt, j'ai fait mes études rapidement et tôt. J'avais eu envie d'aller très vite, de travailler, et j'étais une jeune fille, une jeune femme assez idéaliste qui savait qu'elle avait envie d'exercer un métier dans lequel elle serait en lien avec des hommes et des femmes. Et la défense, pour moi, s'est imposée dès que j'ai fait du droit, la défense pénale. Donc immédiatement en défense pénale, rien d'autre que le métier d'avocat dès le départ ? Dès le départ, pas tout à fait, parce que j'étais plutôt une élève littéraire, que j'ai commencé une prépa d'Hippocagne au lycée Victor Duruy très rapidement. Je me suis dirigée vers le droit parce que à l'époque, quand on faisait ce genre de préparation, de prépa littéraire, c'était plutôt pour devenir professeur. J'adore ce métier, je trouve ça formidable, mais je n'avais pas, moi, personnellement envie de devenir professeur. Donc, je suis allée vers le droit. J'ai fait mes études le plus vite possible. Et quand j'ai fait du droit, la seule chose qui m'a déterminée d'abord à faire du droit et aller jusqu'au bout, c'était de devenir avocate et avocate pénaliste. Très clair. Et vous commencez où à exercer ? Je commence à exercer dans un cabinet de pénalistes. Je fais mon stage en juridiction à l'école des avocats chez un juge d'instruction. Je connais, grâce à ce juge d'instruction, des avocats pénalistes qui défilent dans son cabinet. Et je suis mise en relation avec plusieurs pénalistes et je rentre dans le cabinet d'un pénaliste qui s'appelle Pierre Haïk, avec lequel je suis restée. J'ai travaillé jusqu'à ce qu'il s'arrête, lui, de travailler. Et très clair. Et du coup, ça se passe comment ? Est-ce que ce que vous espériez du métier, c'est-à-dire des valeurs de défense, des valeurs de pénaliste, c'est vraiment ce que vous trouvez dans le métier, ou est-ce que vraiment c'est très différent de ce que vous imaginez ? Je pense que la vision que j'en avais, elle était peut-être un peu dans les livres, un peu dans ce que j'en lisais, dans les grands procès. Et donc, j'avais vraiment, envie de défendre les personnes qui se trouvaient confrontées à la justice. Donc, les choses ont été forcément très, très différentes, parce que c'est un milieu que je découvrais. Je n'avais pas de famille avocat. J'avais personne, je ne connaissais
connaissais personne, je ne connaissais pas d'avocat de manière proche. Et donc, c'est un métier que j'ai découvert, mais qui correspondait avec des découvertes, peut-être des déconvenues parfois aussi, sûrement parfois des déceptions, mais beaucoup plus d'enthousiasme à découvrir ce métier que de déception. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Voilà. Très clair. Vous commencez votre métier, est-ce qu'immédiatement vous êtes mis dans le bain, où on vous envoie en détention, on vous envoie plaider du jour pour le lendemain, ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, dans un premier temps, une petite main qui travaillait pour votre associé sur la technique des dossiers, et derrière vous le suivez à l'audience pour vous imprégner finalement de ses compétences et de son savoir-faire? Pour le coup, j'ai vraiment été mise dans un bain total et immédiat, en immersion totale. Alors, la formation, elle s'est faite aussi sur ce terrain-là, mais de façon très, très pratique. J'ai tout de suite plaidé, j'ai tout de suite très vite plaidé aux assises. Je suis allée en prison quasiment le lendemain du jour où je suis rentrée dans ce cabinet. Et j'ai parcouru la France, la province, les prisons, les juridictions. J'ai énormément plaidé, j'ai assisté des gens en instruction, des hommes, des femmes, des mineurs. Et j'ai eu cette première partie de ma vie d'avocate qui a été formidable et qui a été une grande découverte et je pense qui a été pour moi une formation extraordinaire. Vous faites ça pendant combien de temps? Enfin, en réalité, cette formation, elle dure combien de temps selon vous pour devenir un bon avocat pénaliste? Moi, je pense qu'on n'a jamais fini de devenir un bon avocat pénaliste. Je pense qu'on n'a jamais fini de se former, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a tellement de choses que l'on ne sait pas, même dans ce métier-là. Alors évidemment que l'expérience compte, évidemment qu'il y a des choses que l'on fait probablement mieux que lorsque l'on est débutant ou lorsque l'on n'a que quelques années de barreau. Et puis, si vous voulez, c'est pas par tranche, quoi. Tout ça se passe de façon assez naturelle. On évolue avec le temps, avec la vie, avec les années qui passent, avec l'expérience personnelle, avec les affaires complètes, avec les cas de figure auxquels on a été confronté. Et tout cela n'est pas par étapes, quoi. Tout cela, c'est la vie qui continue, la vie professionnelle, avec sa vie personnelle à côté, qui s'enrichissent peut-être aussi parfois l'une de l'autre. Vous commencez avec du pénal général, avec du pénal de meurtre, du pénal criminel. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous en faites encore? Et comment s'est fait ce changement vers le pénal qu'on pourrait appeler des affaires ou des cols blancs? Alors, j'ai commencé complètement par le pénal général. C'est d'ailleurs ce qui m'a attirée. Il faut dire que quand j'ai commencé, j'ai prêté serment en février 84. Je venais d'avoir 23 ans et il n'y avait pas encore d'affaires pénales financières, très peu d'affaires politiques, ou alors c'était des affaires très différentes. Les affaires politico-financières dont on parle aujourd'hui, ça n'existait pas vraiment. Ça a commencé avec l'affaire de la Cogedib, avec l'affaire Urba, donc tout ça est quand même très ancien, mais c'est après ma prestation de serment. Voilà, exactement. Et donc, quand j'ai commencé, c'était le pénal pur. Je trouve que c'est une formation extraordinaire parce que je pense que lorsque l'on a fait ça, lorsqu'on a plaidé des dossiers, des cas aussi difficiles, aussi loin de ce que vous êtes vous, de ce qu'est votre vie, de ce qu'est votre entourage, d'abord ça vous apprend la distance, ensuite ça vous apprend le courage, et puis ça vous apprend à plaider parfois l'impossible. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, se décline toujours avec beaucoup de différences parfois, mais avec un fond qui, pour moi, est essentiel. Et donc, la transition vers les affaires financières, politico-financières, elle s'est faite avec l'évolution du pénal. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les cabinets d'affaires ont, dans un premier temps, été assez naturellement désignés pour défendre les hommes d'affaires, par exemple, qui étaient confrontés à la justice pénale. Les hommes politiques se tournaient plutôt vers les bâtonniers en exercice, des gens un peu salés. Enfin, les pénalistes, c'était quand même un monde qui était un monde à part, hein, même au sein de ce palais et de ce vieux palais. Moi, c'est ce que j'aimais d'ailleurs. Et puis, en fait, je crois que très vite, les personnes concernées, celles qui avaient affaire à la justice, se sont rendues compte que
c'était un métier d'être avocat pénaliste. C'est un métier extrêmement différent. Moi, il y a des tas de choses que je ne sais pas faire, que je ne saurais pas faire. On est très spécialisé. Moi, je suis un cabinet très spécialisé. Et je pense que ce sont les justiciables eux-mêmes qui s'en sont rendus compte et qui sont venus vers nous. Et qui se sont rendus compte que, oui, quand on était confronté au pénal, on avait beau être un patron du CAC 40, un ministre, un ancien président de la République, eh bien, il fallait avoir un avocat qui était un avocat spécialisé et qui connaissait cette matière-là. Et alors, comment vous avez fait? Parce que vous deviez avoir une forme d'aide technique, si vous me passez l'expression, où là, dans le pénal général, ou en tout cas dans le pénal criminel, le pénal de mœurs, où finalement on n'était pas dans des chiffres, on n'était pas dans des comptes, on n'était pas dans des sociétés offshore potentiellement, ou des problématiques comme ça. Comment vous avez fait pour récupérer finalement ces compétences? Parce qu'aujourd'hui vous les avez nécessairement pour pouvoir travailler sur ces affaires. Comment elles sont venues? Comment vous êtes allé les chercher? En fait, c'est le côté riche de cette spécialité qui est la mienne, que j'ai choisie, qui se décline effectivement dans des univers très différents. Et moi, c'est ce que j'aime. Et à chaque fois, vous plongez effectivement dans une réalité différente, dans un univers différent. Et c'est juste le travail. C'est juste le travail des dossiers. C'est effectivement de se spécialiser dans des domaines qui n'étaient pas exactement les nôtres, mais avec quand même la vision, l'approche, l'analyse du pénaliste. Et si vous voulez, la technique, elle est importante, on doit la maîtriser, on doit la connaître. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs sur certains points à se faire assister de personnes qui sur le plan technique seront peut-être un peu plus, je dirais, précis que nous. Mais la technique est complètement insuffisante, quoi. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est cet alliage des deux. Donc à la fois il y a du travail, à la fois une formation qui se passe effectivement sur le terrain au fur et à mesure des dossiers que vous avez à traiter, et en même temps, si vous voulez, une espèce de socle commun qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire l'approche de cette défense, le fait d'appréhender un dossier, des réflexes de pénaliste. Et j'y crois encore aujourd'hui très fort. Ouais. Et ça s'entend, et vous arrivez à emporter ma conviction aussi. Je trouve ça super intéressant comme analyse, et du coup j'ai une question qui me vient. Quand les cabinets d'affaires se sont rendus compte que finalement ces patrons du CAC 40 ne restaient plus au sein de leur cabinet pour leur défense pénale, mais allaient voir des vrais cabinets de pénalistes, parce qu'en réalité ils avaient le sens de l'audience, ils connaissaient les pratiques, ils connaissaient les procédures, et du coup ils étaient plus aptes à les représenter. Ceux-ci ont commencé à se doter d'avocats pénalistes au sein de leur structure. Comment vous, aujourd'hui, puisque vous êtes un cabinet de place, en transparence, on ne citera pas toutes les affaires que vous avez pu traiter ou que vous êtes en train de traiter, mais elles sont longues comme le bras. Comment vous arrivez encore à appuyer sur les avantages concurrentiels que vous pouvez avoir par rapport à ces cabinets qui se sont dotés de pénalistes? C'est la réputation? Oui, mais enfin, la réputation, ça ne peut pas vous porter longtemps si derrière il n'y a pas du concret, du fond, du travail, de l'efficacité. Moi, je pense que je vais parler de mon cabinet. Je pense que pour moi, peut-être que j'ai une vision qui est dépassée aux yeux de certains, mais je pense que un pénaliste, c'est comme un artisan de luxe, quoi. C'est comme quelqu'un qui fait du sur-mesure, quoi. Pour parler de mon cabinet, je pense qu'on est une petite équipe, on est à taille humaine, mais qu'on est en même temps très spécialisé, et que, si vous voulez, les dossiers qui nous sont confiés, ils sont traités par moi, avec j'ai deux jeunes associés qui sont formidables, qui s'appellent François Artufel et Maxime Louvet. J'ai des collaborateurs et des collaboratrices extraordinaires. J'ai une associée qui va nous rejoindre bientôt, qui s'appelle Chloé Fontex. Et donc, on est une équipe, si vous voulez, très, très, très resserrée. On parle beaucoup. Et en réalité, si vous voulez, ces dossiers sont traités de façon... je veux dire qu'on est toujours... Moi, je suis toujours dans les dossiers du cabinet, quoi. Alors, plus ou moins, il y a évidemment mes associés qui s'occupent de façon un peu autonome, des collaborateurs qui... Mais je dirais qu'il y a ce cabinet à taille humaine avec l'hyper-spécialité de ce cabinet. Et aussi, c'est vraiment ma marque de fabrique. C'était avant moi celle de Pierre Haïk. C'est que je pense que
il ne faut jamais lâcher totalement ce que c'est que le pénal. Et la réalité, c'est que quand vous défendez des puissants ou des personnes qui sont tous sauf des puissants, dans la défense pénale, il y a des qualités qui sont toujours les mêmes, qu'il faut avoir. Et celles-ci, je pense qu'on les acquiert beaucoup. Et moi, je me bats pour que mes collaborateurs, et d'ailleurs à chaque fois que j'engage quelqu'un, parce qu'on a beaucoup de demandes pour venir dans les cabinets pénalistes, il n'y en a pas 36. Moi, je leur dis toujours que pour moi, pour être pénaliste, on peut pas zapper cette case-là. Pour moi, c'est impossible. Donc cette formation, elle se perpétue chez moi, et je trouve que ça donne des avocats formidables. Très clair. Comment vous êtes passé finalement du pénal général au pénal des affaires? Quand vous avez commencé votre carrière en 84, on n'avait pas encore cette notion de pénal des affaires. Je suppose que c'est Maître Haïk qui voit ses premiers dossiers arriver ou qu'on lui confie ses premiers dossiers et que finalement vous prenez du plaisir à ce genre de dossier et que de plus en plus de clients viennent vous voir. Mais est-ce qu'à un moment donné il y a une rupture où vous vous dites finalement j'ai du pénal général, j'ai du pénal des affaires, j'abandonne le pénal général au profit du pénal des affaires, ou c'est simplement votre clientèle qui vous a spécialisé comme vous l'êtes aujourd'hui? Alors, moi, je dois dire que mon cabinet, et pour ce qui me concerne à titre personnel, je veux dire que mon temps est quand même consacré en très grande majorité à ce qu'on appelle le pénal des affaires, les affaires politico-financières, donc beaucoup plus qu'au pénal général. Je continue quand même toujours à en avoir un peu. J'essaie de plaider aux assises régulièrement parce que je trouve que c'est passionnant. J'essaie de continuer à suivre les vieux clients du cabinet. Il n'y a pas très longtemps, il y a une femme qui était venue à l'époque pour elle-même et son mari, qui est venue pour son dernier fils. J'essaie de garder ce lien avec ce pénal-là. J'essaie aussi, parce que je pense que c'est utile, que mes collaborateurs en face également, ne soient pas tout de suite projetés dans ces dossiers et qu'on ait un peu le pied dans ces deux mondes-là. Et pour ce qui me concerne, évidemment, ça a suivi l'évolution du droit pénal lui-même, des affaires, des personnes qui nous choisissaient, du temps qu'on y consacre. Donc, au fur et à mesure, cette partie-là a pris de plus en plus de place. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on est à la fois une petite structure, à taille humaine, une petite équipe hyper spécialisée, mais avec une clientèle qui est aussi une clientèle quasiment de cabinet d'affaires, en fait, aussi. Notamment, pas que, mais aussi en grande partie. Et qui fait du pénal. Voilà. Très clair. Quand est-ce que vous devenez associé au sein de votre cabinet? Alors, écoutez, moi, j'ai un exercice professionnel qui est très, très lié à ma vie personnel, donc j'ai travaillé avec Pierre depuis quasi toujours, ce qui fait que nous étions non seulement associés au cabinet, mais on était aussi ensemble dans la vie. C'est le père de mes enfants et voilà. Donc rien n'était du tout formalisé entre nous. On n'était ni l'un ni l'autre très obsédés par tout ce qui est gestion, titre, au contraire, peut-être pas assez d'ailleurs, ça n'a jamais été un sujet pour nous, ce qui fait que je suis bien incapable de vous dire à quelle date j'ai été officiellement associée. Je sais que ça a été très tard parce que ni lui ni moi n'en avions jamais ressenti le besoin, parce que dans notre tête, dans notre vie, dans la façon dont nous exercions, on l'a été quasi instantanément, on va dire. Très clair. Et alors, comment vous avez structuré le cabinet d'avocats? Est-ce qu'il s'est structuré un petit peu au fil de l'eau? Parce que là, du coup, vous disiez que Pierre avait pris des distances avec la profession, que vous aviez 2 associés, une nouvelle associée qui allait vous rejoindre. Oui. Comment vous décidez de faire venir de nouveaux associés? Comment vous décidez du nombre de collaborateurs dont vous avez besoin au sein de vos équipes pour la faire tourner? Est-ce que c'est, entre guillemets, une gestion artisanale, comme un artisan de luxe? Ou est-ce que vous avez une réflexion plus globale sur la stratégie de votre entreprise d'avocats? Alors, je dois dire que je n'ai pas jusqu'à présent eu de réflexion très stratégique sur l'évolution du cabinet, qui s'est faite de façon un peu naturelle, en fonction de certaines choses qui n'étaient pas prévues ni prévisibles, ni attendues, ni évidemment souhaitées. Et ensuite, les choses se font effectivement au gré des besoins, mais aussi des rencontres. Moi, je crois à une chose, c'est que j'aime la petite équipe que nous sommes,
Mais je pense qu'il est absolument indispensable que chacun et chacune d'entre nous, eh bien, nous soyons bons, excellents et les meilleurs possibles. Donc la réalité, c'est que j'ai d'anciens collaborateurs que je trouve formidables, que j'ai associés parce que j'avais envie de continuer à travailler avec eux, qu'il a fallu que je m'organise à un moment donné où j'ai dû gérer ce cabinet seul. Et Maxime Louvet, qui a été associé un peu plus tardivement, c'est un ancien collaborateur formidable, je trouve brillantissime, comme François le premier, et comme celle qu'on va associer. Donc moi, ce que je pense, c'est que, là où je suis heureuse aujourd'hui, c'est que je pense que toutes les personnes qui travaillent dans mon cabinet sont formidables. Voilà. Mes collaborateurs, mes collaboratrices. Le drame, c'est que j'adorerais pouvoir tous et toutes les associer. Et en même temps, je suis dans cette petite équipe. Donc voilà, c'est pas toujours facile de faire les choix. Mais ce qui me guide, moi, c'est qu'on ait des compétences, quoi, des compétences au sein de ce cabinet. Et c'est le cas aujourd'hui. Vraiment, cette petite équipe-là, je trouve que c'est un petit bijou, quoi. Et j'en suis très, très heureuse, très fière. Il y a quelque chose de très important pour moi dans ce métier, c'est aussi la transmission. Voilà. Et j'y travaille, et quand je retrouve mes anciens collaborateurs qui se sont installés, qui ont ouvert leur cabinet, avec lesquels je peux encore travailler sur certains dossiers, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui me touche et qui fait partie intégrante de ma conception de ce métier. Très clair. Des dossiers qui vous ont formé, il y en a plein depuis 84, des dossiers que vous avez pu traiter en allant au feu ou directement en sautant dans l'eau pour apprendre à nager dans un premier temps. Est-ce qu'il y a un dossier qui vous a particulièrement marqué, où vous avez compris qu'avec ce dossier-là, votre activité allait changer, où vous avez compris après avoir traité ce dossier ou après avoir plaidé ce dossier ou transigé ce dossier, que votre activité avait changé à cause de ce dossier-là ou grâce à ce dossier-là? Sans nécessairement citer de nom. Oui, il y a des dizaines et des dizaines de dossiers qui ont été des pas, des caps à des niveaux différents. Il y a un dossier qui était politique à l'époque, qui concernait l'ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac, qu'on a défendu avec Pierre pendant de très longues années, qui a été un peu le moment où on est vraiment entré dans... Il y avait eu d'autres dossiers avant d'ailleurs, mais bon, comme dossier marquant, on est vraiment rentré dans ce pénal-là, qui est à la fois très ressemblant et très différent à la fois. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y a, oui, comme je vous le disais, on a aussi une clientèle de cabinets d'affaires, quoi. Donc cette découverte-là de ce monde-là, qu'on peut connaître par ailleurs, d'ailleurs en dehors de cette vie professionnelle, mais dans la vie professionnelle, et de se rendre compte, si vous voulez, que vous pouvez, enfin, modestement, parce que on défend parfois des personnes absolument extraordinaires, formidables, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, d'admiration, que ce soit dans le monde des affaires ou de la politique. Et quand même, la satisfaction d'avoir la certitude, quoi, la conviction que en fait, on est là pour les conseiller, que les conseils qu'on leur donne sont utiles. Donc oui, il y a à chaque fois que on a des dossiers dans des domaines un petit peu nouveaux, ces pas-là, ces caps-là qui vous font évoluer et qui font évoluer votre façon de travailler, votre façon de traiter les affaires et qui vous font entrer dans une ère et dans un domaine nouveau, voilà, qui aujourd'hui est effectivement très 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 large. Et ce que je dis souvent, mais moi je suis absolument heureuse dans ce métier. Il y a des choses qui sont parfois lourdes, qui sont pénibles, qui sont stressantes. C'est pas un métier non plus tous les jours facile, hein. Moi, j'adore ce métier, mais c'est aussi un métier où il y a beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Mais ce que je trouve formidable, c'est pouvoir avoir cette espèce d'éventail comme ça incroyable de personnes que l'on rencontre et auxquelles... ça marche pas toujours, hein. Malheureusement, la justice
peut être parfois décevante. On peut aussi ne pas avoir des bons résultats. Je crois que pas un avocat ne peut se vanter d'avoir que des bons résultats, ça n'existe pas. On préfère parler des bons que des mauvais, souvent. Donc ça peut donner cette impression, mais voilà. Mais en revanche, la certitude qu'en réalité, on est à notre place pour les défendre et pour les conseiller. Voilà. Et d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, et quel que soit leur domaine de compétences, et parfois leur extraordinaire compétence, voilà, dans un domaine qui est le leur, mais qui ont quand même besoin de vous. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans votre métier, au-delà de la défense que je trouve incroyable et que je trouve formidable, c'est que vous représentez des gens qui sont déjà des gens puissants, soit des grands patrons, soit des hommes politiques et beaucoup d'autres personnes dont on voit la réputation absolument lynchée par les médias, dont on voit la vie potentiellement complètement changer, puisque en pouvant aller derrière les barreaux, en devant arrêter leur carrière professionnelle ou quoi que ce soit. D'ailleurs, comment on choisit son avocat lorsqu'on est à un tel niveau de risque, lorsqu'on est vraiment au bord de la planche? Est-ce que c'est... Le bord de la planche, bien sûr, c'est une métaphore à conserver, mais comment on le choisit? Parce que dans les cabinets d'affaires, quand on veut choisir un cabinet d'avocats pour vous représenter, il y a des pitchs qui sont opérés, on vient mettre des cabinets d'avocats en concurrence. C'est la même chose pour le pénal des affaires? Écoutez, moi, j'ai complètement échappé à ça. Peut-être que les choses vont changer. Les gens sont toujours venus vers moi plus que je ne suis allée vers eux. J'ai eu la chance de ne pas avoir à aller les chercher. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout bonne là-dedans, en revanche, ça c'est sûr. Peut-être aussi que je n'en ai pas eu besoin. J'ai eu cette chance-là. Donc, comment est-ce qu'ils viennent vers vous, vers moi, puisque c'est votre question? Ça peut être ou des confrères, ça peut être, je sais pas, des personnes qui nous ont entendus une fois, des amis, du bouche à oreille, et ce genre de choses. Et parfois, souvent, effectivement, des confrères quand même, qui sont dans une spécialité différente et qui vous connaissent, qui ont l'occasion de vous apprécier, des gens qu'on connaît. Et c'est comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est passé de cette manière-là. Voilà. Très clair. Et ça, je suppose que vous ne répondez pas, mais je pose quand même la question. Comment on facture ce genre de personnalité? Est-ce qu'on est sur du forfait? Est-ce qu'on est sur du taux horaire? Est-ce qu'on est sur une forme de résultat? Vous n'êtes pas obligé de répondre si... Écoutez, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Quand on s'adresse à des entreprises du CAC 40 ou des grosses entreprises, la règle est plutôt celle du tarif horaire. Moi, je ne suis pas une fan de ça parce que je pense que ça a des effets pervers. Moi, si vous voulez, je ne suis jamais à tirer le temps que je dois faire. Je ne suis jamais à fabriquer des heures que je ne dois pas faire. Et je trouve que finalement, je n'aime pas avoir à justifier exactement des gens. D'ailleurs, j'en oublie sûrement les 3 quarts quand je déteste faire les petites fiches horaires, etc. Donc, c'est pas pour ne pas qu'elles soient contrôlées, parce que à la limite, je devrais les tenir mieux que cela. Mais c'est que je trouve qu'il y a un côté secret professionnel qui me paraît assez incompatible avec cet exercice-là. Mais bon, c'est quand même un petit peu la norme aujourd'hui dans les grandes entreprises. C'est plutôt le choix de facturation qu'ils préfèrent. Lorsque ça peut être forfaitaire, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. On s'engage. Et évidemment, il faut être un avocat honnête, mais je pense que l'immense majorité des avocats le sont. C'est-à-dire faire le travail toujours du mieux qu'on peut, de la manière la plus précise, inventive, sérieuse qui soit. Et voilà, l'honoraire de résultat, ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est quand même pas non plus. C'est quand même pas quelque chose de systématique. Voilà. Très clair. Qu'est-ce que ça fait de défendre Qu'est-ce que ça fait de défendre un ancien président de la République? Écoutez, moi, je suis toujours très, très fière de défendre les personnes qui me font cette confiance de me demander
de les défendre dans un moment de leur vie qui est forcément un moment compliqué. Je crois que c'est toujours un moment difficile quand vous êtes confronté à la justice pénale. Évidemment, que je trouve que je suis honorée que quelqu'un pense à moi, et quel qu'il soit, et évidemment qu'un ancien président de la République pense à moi pour que je le défende. Je suis honorée et fière de le défendre. En même temps, très franchement, ça n'est pas ce qu'il y a de plus simple, de défendre un ancien président de la République. Ça n'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que la réalité, c'est qu'on vous attend, pas forcément de manière bienveillante, et ni lui, ni son avocate. Et donc, c'est une très grosse pression, avec parfois le sentiment que les dés peuvent être un peu pipés, les dés jetés. Et donc, c'est difficile, parce qu'il faut quand même continuer à se battre. Mais c'est ce qu'on apprend en faisant du pénal général, Et donc, c'est à la fois une défense formidable, une fierté, et en même temps quelque chose de difficile qu'il faut assumer, qu'il faut affronter. Mais comme toutes ces expériences-là, c'est quelque chose d'enrichissant pour un avocat. Et voilà. Après, je pense que ce ne sont pas des dossiers qui sont jugés exactement comme les autres, ni appréhendés exactement comme les autres. Et par moments, c'est assez décourageant. Que ce soit pour cet ancien président de la République, ou également pour des hommes politiques et des chefs d'entreprise, où vous mettez vraiment cette affaire-là à part? Parce que j'ai l'impression quand même, pour avoir entendu quelques propos qui ont pu sortir dans la presse ou ailleurs sur les chaînes d'information continue, où toutes les 15 minutes on rabâchait la même chose, pour les affaires Ghosn, pour les affaires des grands patrons français qui ont été inquiétés, pour la Farge en Syrie, on les targue de criminels et de coupables avant même qu'il puisse y avoir le début d'une once d'explication de la part de la défense ou même de cette personne. Oui, alors ça c'est vrai des personnalités publiques, qu'elles soient d'ailleurs politiques ou du monde des affaires, ou des personnalités publiques du domaine du cinéma. Il y a cette difficulté effectivement de pré-condamnation dans des articles de presse. Les journalistes disent qu'ils font leur travail, je les entends, ils sont là pour informer. Bon, je pense que tout ça devra un jour s'harmoniser un petit peu, c'est-à-dire qu'on puisse à la fois informer tout en respectant mieux, je pense, la présomption d'innocence, qui est un principe auquel je tiens absolument, et que je trouve quand même un petit peu malmené ces dernières années. Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension, cette pression médiatique qui rend les choses difficiles, auxquelles tous les magistrats ne sont pas totalement insensibles, même s'ils le pensent, que ce soit consciemment ou pas. Et donc, ce sont effectivement des dossiers dans lesquels il y a une pression peut-être plus forte, et parfois une pression qui peut peser, je pense, sur la perception des faits. De temps en temps, on a quand même des affaires qui prennent des proportions d'affaires d'État, qui se dégonflent quand même souvent avec le temps, hein, mais parce que c'est une personnalité publique, parce qu'elle touche à un ancien président de la République ou à un proche d'un président de la République. Et là, on a l'impression qu'on a une affaire d'État, et qu'en réalité, au bout du bout, on arrive à un dossier qui est quand même à des années-lumière de ce qui en a été dit et de la façon dont il a été présenté. Du coup, dans votre carrière, ça fait quasiment 40 ans que vous exercez ce métier. Vous allez fêter vos 40 ans de bar l'année prochaine. Ouais. Vous avez vu justement ces médias évoluer. Dans un premier temps, on avait la presse, les médias classiques, la télévision, la radio, etc. Vous avez vu apparaître les réseaux sociaux, une démultiplication des médias très très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous les utilisez dans votre défense,
Ou est-ce que vous avez vraiment, avec vos clients, une stratégie par rapport à ça, en disant absence de communication, en se servant des bons médias au bon moment, pour que finalement on puisse rétablir cet équilibre dont vous parlez, une espèce d'équilibre brisé ou une espèce de pression qui pouvait parfois, de façon consciente ou inconsciente, être exercée par les juges avec l'opinion publique et ce qui pouvait sortir. Est-ce que du coup vous essayez de rétablir cet équilibre-là au sein des médias ? Alors, moi je parle assez peu aux journalistes. J'ai toujours pensé que ce métier, on l'exerçait dans les prétoires, devant les juges, et que donc c'était là qu'on devait s'exprimer. Ensuite, il y a des cas où les torrents d'informations, je dirais, à charge sont tellement forts que les clients eux-mêmes sont en demande qu'on réagisse, parce qu'ils disent mais c'est pas possible, maître, on peut pas laisser dire ça, on peut pas laisser écrire ça, je suis condamné, etc. Donc moi il m'arrive de faire un peu une exception à la ligne de conduite qui est plutôt la mienne, parce que il y a des moments où trop c'est trop, mais en réalité il y a des sujets sur lesquels on est clairement inaudible en ce moment, donc sur lesquels je ne préfère pas trop prendre la parole. Tout ça, c'est une question de dosage. Il peut y avoir effectivement des cas où on puisse avoir envie effectivement d'exprimer un point de vue. Moi, je pense qu'il faut le faire avec... enfin, en tout cas, j'en sais rien. Chacun fait comme il veut et comme il peut d'ailleurs. Hein. Mais moi, ma conception de ça, c'est que je pense qu'il faut le faire avec parcimonie, parce que ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt de notre client. Moi, je pense que les médias ont quand même évolué. Je pense qu'on est à l'ère de l'accusation. Je suis assez sidérée de voir que depuis Outreau, il n'y a pas un seul média qui ait consacré une enquête à essayer de démontrer l'innocence de quelqu'un. Croyez-moi, des innocents qui sont poursuivis, il y en a. Je veux dire que je n'ai pas trouvé un seul exemple. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une procédure en révision pour un homme qui avait été accusé. Il y avait un article dans Le Monde, je crois, hein, donc pas une enquête du Monde. L'article du Monde, formidable d'ailleurs, de Pascal Robert-Diard, qui rendait compte de la décision qui avait été rendue. Hein. Mais un homme dont on s'est rendu compte qu'il avait été incarcéré, accusé à tort de viol, condamné, incarcéré, jusqu'à ce que la jeune femme vienne expliquer qu'elle avait menti. Et si vous voulez, j'ai pensé ça et je me suis dit, bon, oui, il y a eu cet article qui a d'ailleurs été très très peu, enfin si ça a été repris un peu quand même, j'exagère, mais bon, qui a été publié dans Le Monde et qui était vraiment intéressant et fort, quoi. Mais moi quand j'ai lu ça, je trouve ça tellement monstrueux, quoi. Je trouve que dans la vie, d'être condamné pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est probablement une des choses affreuses. D'être victime d'un meurtre, d'un viol, évidemment que c'est monstrueux, hein. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut garder ça en tête, et je trouve que cette évolution-là, elle existe. Il y a des pages entières, des unes, des livres pour accuser, et il n'y a plus personne pour défendre. Voilà. Je pense qu'il y a un déséquilibre qui est en train de s'instaurer, et ce déséquilibre-là, il m'inquiète. Et c'est parce que le modèle économique aujourd'hui des médias fait que finalement on va payer le buzz, on va attribuer l'argent à l'audience plutôt que finalement à la vérité. Oui, mais peut-être que dans ces reportages auxquels je pense, il y a des vérités aussi. Hein. Je ne dis pas que tout ce qui est écrit est faux. Je dis qu'il y a des choix. Oui, c'est probablement plus vendeur, c'est probablement plus dans l'air du temps. Mais il y a aussi probablement de la part des journalistes un désintérêt pour ça. C'est plus comme si ça n'était plus la mode, quoi. C'est triste, mais c'est un peu ça. Est-ce que vous vous souvenez, maître, d'une affaire qui a profondément marqué votre carrière de façon négative ? Peut-être le premier sentiment d'une injustice, une première affaire difficile que vous avez perdue, ou une affaire qui a été compliquée pour vous, peut-être à titre personnel, à titre professionnel, quelque chose vraiment qui vous a marqué. Je suppose qu'il y en a des dizaines, c'est pour ça que je parle longtemps pour vous permettre de trouver celle dont vous voudrez parler. Et bien sûr, après, on prendra le pendant vraiment positif pour toujours finir sur une note positive. Le sentiment d'injustice, enfin, je pense qu'on ne fait pas ce métier si on n'est pas habité par la conscience de ce que il y a
des petites injustices au quotidien dans la justice et parfois des grandes injustices. C'est-à-dire que l'injustice, elle n'est pas forcément de condamner un innocent. Ça arrive, j'espère que c'est le plus rare possible, je pense que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais l'injustice, c'est peut-être aussi d'avoir mis quelqu'un en prison qui n'avait vraiment pas sa place là-bas, de l'avoir gardé trop longtemps, de l'avoir condamné à plus que ce qu'il méritait, etc. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'adore la politique, je suis très intéressée par la politique, je suis les émissions politiques, je lis, etc. Mais je n'ai jamais été une militante dans un parti, quel qu'il soit. Il y a des personnalités politiques qui m'intéressent plus que d'autres, etc. Mais j'ai quand même l'impression, en fait, que ma vie est une forme de militantisme pour plus de justice. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est extrêmement difficile parce que il y a peut-être une affaire à laquelle je pense, mais dont je n'ai pas envie de parler de façon trop précise. Mais oui, il y a au quotidien un sentiment d'injustice. Et ce que l'on fait, nous, avocats pénalistes, c'est d'essayer de réduire cette injustice. Voilà. Et l'injustice, on la vit tous les jours. Je vous dis, avec un petit J ou un grand J. Mais pour répondre un peu plus précisément à votre question... oui, il y a dans mon souvenir, je dirais, douloureux, vraiment la conviction que j'ai un jour échoué à faire reconnaître l'innocence d'un homme dont j'ai toujours pensé qu'il pouvait être innocent. Voilà. Et peut-être que c'est arrivé plus souvent que cela encore. Celui-là, oui, c'est un souvenir vraiment qui reste. Pourtant, ce dont je vous parlais est très ancien. J'étais encore une assez jeune avocate et c'est quelque chose de difficile et qui ne doit pas nous quitter quand on est avocat pénaliste. Et le pendant une histoire qui vous a vraiment rendue heureuse, soit avec un petit H, soit avec un très grand H, ou qui vous a apporté vraiment beaucoup de bonheur dans votre formation? Alors c'est pareil, on a plein de petits bonheurs et plein de grands bonheurs. On a aussi beaucoup de déceptions, comme je vous le disais tout à l'heure, et parfois plus que cela. Mais oui, enfin, je pense à un acquittement, voilà, d'un très jeune homme, voilà, qui était poursuivi pour un meurtre qui a été acquitté. Et il y en a eu beaucoup d'autres, hein, je pense à celui-là au moment où je vous parle. Et je me souviens voilà, de ce moment où la cour revient, où on est dans un état d'angoisse absolue, surtout quand on plaide un acquittement, qu'on y croit absolument. Et je me souviens très bien de ce moment où il s'est tourné vers sa mère qui était dans la salle d'audience, sa mère qui s'est évanouie dans la cour d'assises. Là, on est allé vers elle. Ça, ce sont quand même des moments juste absolument inoubliables et incroyables qui font que parfois on doute de ce métier, mais qui font que ce métier est un métier incroyable aussi. Et puis, il y a d'autres victoires moins flamboyantes, mais de justice. Vous voyez, même dans le pénal des affaires que je pratique plus aujourd'hui, il n'y a pas très très longtemps, voilà, j'ai défendu grand patron d'entreprise que je respecte beaucoup pour une histoire de soi-disant tromperie. C'était quelque chose d'extrêmement important pour lui, au-delà du plan financier qu'il était, sur le plan de ce qui lui était reproché. Et on a eu une relaxe qui était une relaxe qui n'était pas évidente, enfin, qui, moi, me semblait devoir s'imposer, mais qui n'était vraiment pas gagnée. Et je me suis rendu compte à quel point... Vous voyez, je prends deux exemples qui sont tellement dans des mondes tellement différents, mais quand j'ai vu ce grand patron, voilà, avec quasiment les larmes aux yeux, parce qu'effectivement, il était insupportable pour lui qu'on puisse penser qu'il avait voulu tromper les gens de façon volontaire, etc. Ça a été aussi un grand moment. Donc ça, c'est ce qui fait que ce métier, voilà, ça nous porte encore pour quelques semaines et d'affronter les choses parfois plus difficiles. Voilà. Et ben, en tout cas, ça se sent. Dans votre vie, vous côtoyez beaucoup d'avocats, vous avez aussi côtoyé beaucoup d'avocats.
Est-ce que vous pourriez nous en citer? Alors je sais que vous allez me dire non mais il y en a beaucoup plus que ça, etc. Mais est-ce que vous pouvez me citer, évidemment Pierre-Aïk, mais 2-3 avocats qui vous ont vraiment marqué? Que ce soit par confraternité, parce qu'à un moment donné ils vous ont tendu la main ou ils ont fait quelque chose d'incroyable à votre égard, soit parce que vous les avez vus plaider et que vous vous êtes dit ce sont des confrères fantastiques, des avocats qui vous ont vraiment marqué. Alors, je vais faire d'abord, évidemment, et au premier rang, Pierre-Aïk. Voilà. Ça, c'est sûr, mais je n'en dirai pas plus. Mais je vais faire exprès de prendre des avocats qui n'exercent plus, ou qui ne sont plus là. Voilà. Il y en a autour de moi que j'aime, que j'admire, que je respecte, et ils le savent. Mais je vais vous citer 3 avocats qui ne sont plus là, qui me manquent. Qui nous manque. Il y en a un qui est encore vivant, Dieu merci, c'est Henri Leclerc, qui est un avocat qui a en lui quelque chose d'extraordinaire. C'est une humanité folle qui fait que dès qu'il ouvre la bouche, le son de sa voix, le conseil qu'il vous donne, tout cela prend une dimension absolument incroyable et forte. Et c'est lui que j'ai appelé il n'y a pas très longtemps parce que je plaidais une affaire d'assises extraordinairement compliquée. J'étais sur un fil du rasoir avec un système de défense extrêmement difficile. Et voilà, j'étais dans ma petite chambre d'hôtel, je devais plaider le lendemain et il m'a dit quelques mots que je n'oublierai jamais et qui m'ont tellement fait du bien, qui m'ont donné envie de plaider, qui m'ont donné envie de me battre à un moment donné où je doutais. Et Henri Leclerc, j'étais allée l'écouter au procès Nobel Peace. Et la cour d'assises avait fini en larmes, et moi la première, évidemment. Voilà, donc immense avocat. Et puis je pense en même temps que lui à celui qui plaidait le même jour que lui dans ce procès Nobel Peace, qui était Thierry Lévy, qui était un peu aux antipodes, parce que Thierry Lévy, il plaidait de manière chirurgicale, totalement dépouillé d'émotions apparente, mais avec une espèce de voix qui sortait de son ventre et donc dont l'émotion transpirait quand même. Et je les avais entendus plaider tous les deux sur un registre tellement différent qu'ils étaient merveilleux. Et puis un troisième qui était notre ami et qui était un merveilleux avocat et qui me manque encore aujourd'hui, qui s'appelle Philippe Lemaire. Voilà, avec lequel on a partagé beaucoup de dossiers, et notamment un dossier justement qui est un de ceux qui m'a marqué, d'un homme qui avait été accusé de manière absolument injuste et qu'on avait fait relaxer ensemble, et qui était aussi un immense avocat. Donc je pense à eux. Henri est encore là, Dieu merci. Les 2 autres nous ont quittés. Oui, ce sont des exemples qui me guident toujours. Très clair. 84-2024, ça fera 40 ans l'année prochaine. Ouais, que vous êtes déjà, avocate. c'est fou. Ouais. C'est quoi les projets pour la suite? Vous avez plaidé je ne sais combien d'affaires, vous avez été présente sur les affaires les plus importantes pour des non-puissants, des affaires peu importantes pour des puissants, des affaires très très importantes pour des puissants. Vous parlez tout à l'heure de transmission. C'est quoi vos objectifs pour l'avenir, Maître Lafont? Écoutez, mon avenir, à vrai dire, je vis un peu au jour le jour. C'est de continuer à faire ce que je fais tant que j'aimerais le faire, avec autant de force, de conviction, de puissance, j'espère, et d'efficacité. Voilà. Je pense que c'est... Voilà. Mon avenir, pour l'instant, c'est celui-là. Il y a des tas d'autres choses que j'aime dans la vie. Ça, c'est ma vie privée qui m'occupe. Je pense que c'est très important de ne pas avoir que le travail dans la vie, même s'il occupe une grande partie de sa vie. Donc, mon avenir, c'est celui-ci. Et c'est aussi de continuer à assurer cette transmission-là pour qu'il y ait toujours des avocats pénalistes, des vrais avocats pénalistes. C'est très beau. On va s'arrêter là. J'avais une dernière question à vous poser qui était la minute Jacqueline Lafont pour délivrer un message, mais je pense que le message était suffisamment puissant pour qu'on n'ait rien à rajouter. Jacqueline Lafont, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et aussi pour la sincérité et l'émotion dans vos propos. Merci pour tout. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.
Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.